Vous l'avez entendu chanter avec puissance, élégance et un contrôle parfait. Mais si, derrière ce contrôle, il y avait l'effondrement, après des décennies d'applaudissements, de Luna Park à l'Olympia de Paris, après avoir chanté aux côtés de Piazzolla, après avoir veillé une épouse qui ne pouvait plus parler, puis perdu une belle-fille quelques semaines plus tard. Jairo a fini par murmurer ce que personne n'attendait. « Je ne suis pas aussi fort que je le pensais. » Il a caché des acouphènes. Il a chanté malgré les vertiges. Il a assuré des concerts en dormant sur des chaises d'hôpital. Pendant des années, l'Argentine a vu l'icône, mais pas l'homme qui se défaisait en silence loin de la scène. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi briser le silence à 76 ans? Parce qu'il y a une différence entre être fort et survivre. Exil, célébrité et le prix d'une révolution douce. La trajectoire de Jairo a défié le scénario classique de la star argentine, car ses plus grandes victoires se sont jouées loin de chez lui et pendant des années, son propre pays a semblé à peine le remarquer. En 1971, à peine sorti de l'adolescence, il remporte le prestigieux Premio de la Crítica Española et fait déjà sensation dans des festivals majeurs comme Costa del Sol et Alcobendas. Luis Aguilé le prend sous son aile, misant tout sur ce jeune homme discret venu de Cruz del Eje. Ariola le signe rapidement, lui ouvrant les portes des meilleurs orchestres et producteurs d'Espagne. Ses premiers disques, Por si tu quieres saber, Maria Serena, ne sont pas seulement populaires. Ils révèlent une voix nouvelle, capable de nuances, de poésie et d'une profondeur émotionnelle qui surprend même les critiques les plus aguerris. Puis survient le coup d'État en Argentine. La prise de pouvoir militaire en 1976 inaugure l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du pays. Le proceso de réorganisation nationale. La censure s'intensifie, les dissidents disparaissent, et la scène culturelle, surtout musicale, n'est plus un espace sûr pour les voix associées, même de loin, aux milieux progressistes ou intellectuels. Jairo, avec ses liens d'amitié avec Mercedes Sosa et Maria Elena Walsh, son répertoire aux accents sociaux et son refus de se conformer, est discrètement marqué. Il y avait des choses que je ne pouvais plus dire, des chansons que je ne pouvais plus chanter, confiera-t-il plus tard. Le silence devenait plus fort que la musique. Plutôt que de se taire, il choisit l'exil. D'abord l'Espagne, puis, presque par hasard, la France. Ce second départ devait être temporaire. Quelques représentations aux côtés de Susanna Rinaldi à l'Olympia de Paris. Mais l'imprévu survient. Le public français tombe amoureux. Sans maîtriser parfaitement la langue, il chante en français, en espagnol, en italien. Les maisons de disques proposent son premier single en 2 versions, française et espagnole, et les radios diffusent massivement la version espagnole. Paradoxe fondateur, une voix argentine conquiert la France, tandis qu'elle peine à trouver sa place chez elle. En France, il devient plus qu'un chanteur. Il s'inscrit dans un mouvement culturel. Charles Aznavour le salue publiquement. Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Antonio Segui, Julio Cortázar, il ne se contente pas de le connaître, il le respecte. Piazzolla et Horacio Ferrer composent pour lui. Milonga del Trovador n'est pas une simple chanson, c'est une consécration. Et pourtant, tandis que ses disques deviennent or en Europe et qu'il triomphe au théâtre de l'Empire et à l'Olympia, l'Argentine reste distante. Son succès y est relaté comme une brève étrangère. Pas de célébration, pas de retour triomphal. J'avais enregistré 6 albums, je remplissais des salles. Et dans mon propre pays, j'étais encore celui qui chante en français, dira-t-il sans colère, mais avec une douleur sourde. Il raconte un jour son arrivée à Ezeiza, à la fin des années 70, anonyme, passant devant des affiches importées de France à son effigie. Elles étaient dans les kiosques touristiques, mais personne ne me reconnaissait. Il ne l'a pas souvent dit, mais quand il l'a fait, cela frappait. Je me sentais comme un fantôme chez moi. Ce n'était pas qu'une question de célébrité. C'était une question d'appartenance,
d'être entendu dans la langue qui façonne votre âme et d'être malgré tout traité comme un étranger. Teresa, l'amour qui l'a ancré et qui l'a défait. Mais le silence le plus profond qu'il portait ne concernait ni la politique, ni l'exil, ni la reconnaissance. Il concernait la femme qui a partagé sa vie pendant un demi-siècle et ce que signifie la perdre lentement. Jairo rencontre Teresa Sainz de Los Terreros à Madrid alors qu'il n'a que 22 ans. Elle en a 20, issue d'une famille espagnole traditionnelle aux racines aristocratiques, cultivée, élégante, portant un nom long comme une lignée. María del Perpetuo Socorro Teresa Sainz de Los Terreros Jordan de Urries. Il plaisantait sur l'ancienneté de son patronyme, mais derrière l'humour, il y avait de l'admiration. J'ai compris très vite qu'elle était plus préparée que moi, confiera-t-il. Plus cultivée, plus raffinée, j'ai dû grandir vite. Elle ne s'est pas contentée de l'aimer, elle l'a stabilisé. En Espagne, elle l'aide à s'adapter. En France, elle construit un foyer pendant qu'ils conquièrent l'Olympia. Elle élève leurs 4 enfants, Ivan, Jaco, Mario et Lucia, durant les années les plus intenses de tournée. Quand il doute, elle le recadre. Quand les critiques l'encensent, elle le garde lucide. Ah, elle n'écoutait jamais mes disques comme une fan, disait-il avec un sourire discret. Elle écoutait comme quelqu'un qui me protégeait du ridicule. Vers 2011, tout bascule. On lui diagnostique une EPOC sévère, une maladie pulmonaire chronique qui réduit drastiquement sa capacité respiratoire. Des années de tabagisme ont laissé des séquelles irréversibles. Respirer devient un effort. L'oxygène devient permanent. Puis, les cancers, plancher buccal, sein, chirurgie, traitement, rémission fragile. Pendant près de 10 ans, leur maison de Vicente Lopez ressemble à une unité hospitalière. Machine respiratoire, infirmière, spécialiste, bip nocturne, une trachéotomie la prive d'une parole claire. Elle était lucide, c'était le plus dur, confiera Jairo. Son esprit était intact, son corps lâchait. Il réduit les tournées, annule les longs voyages, dort près de son lit d'hôpital, parfois assis des heures, juste pour lui tenir la main quand la douleur monte. Il lui parle sans cesse, des enfants, des petits-enfants, de la France, de leur lune de miel au Portugal. L'icône continuait de chanter, mais l'homme, lui, survivait. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher, mais elle était toujours là, a-t-il confié. Quand je chantais doucement, je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait tout. Sa chanson préférée, durant ces années-là, était Los Enamorados. Il se penchait vers elle, presque à voix basse. Parfois, ses doigts se resserraient autour des siens. Cela suffisait. Il y eut des transferts à la Fundación Favaloro, des alertes d'urgence. Une fracture de la hanche après une chute qui aggrava son état. Les médecins lui répétèrent qu'il n'y avait aucun pronostic à long terme. Mais il refusait de se préparer à la fin. Même la dernière fois, je n'ai jamais pensé qu'elle allait mourir, admettra-t-il plus tard. Nous avions survécu à trop de crises. Puis vint le 29 juillet 2021. Teresa venait de rentrer de l'hôpital. Fragile, mais stable. Ce matin-là, ses constantes ont commencé à chuter. Il était assis près d'elle, une infirmière à côté. J'ai vu le moniteur changer, se souvient-il à voix basse. Je pensais qu'elle allait se réveiller. Elle ne s'est pas réveillée. L'arrêt cardiaque fut brutal. En quelques secondes, la pièce s'est remplie d'un son mécanique continu. La ligne droite. L'infirmière a dit « Ya está » et moi j'ai répondu « Comment ça peut être fini ?» Elle a fermé les yeux. C'était tout. Il était là. Pas de projecteur, pas d'applaudissements. Seulement le bourdonnement des machines médicales qui s'est transformé en silence. Et comme si le chagrin ne suffisait pas, 2 mois plus tard à peine, sa belle-fille, l'actrice Agustina Posse, mère de ses petits-enfants, est morte brutalement d'un anévrisme. Elle avait aidé à organiser les funérailles de Teresa, puis elle aussi est partie. En moins de 90 jours,
l'architecture de son monde affectif s'est effondrée. L'homme qui avait chanté devant 1,2 million de personnes sur l'Avenida 9 de Julio, les guidant dans Venceremos au retour de la démocratie, traversait désormais une maison devenue immense. Cette maison est trop grande maintenant, a-t-il confié. Elle résonne. À 76 ans, ce qu'il s'est enfin autorisé à dire n'était ni spectaculaire, ni théâtral, seulement brut. Je ne sais pas comment être sans elle. Tout ce qui comptait dans ma vie, je le décidais avec Teresa. Maintenant, je décide seul. À cet instant, le troubadour qui avait chanté pour des présidents, des poètes et des légendes du football ne faisait face qu'à un silence d'un autre ordre, celui qui ne s'éteint pas quand la foule cesse d'applaudir. Et peut-être que cela, plus que l'exil, plus que la maladie, plus que la célébrité, était la vérité qu'il portait depuis le plus longtemps. Secret du corps, maladie, effondrement et le murmure de la mortalité. En 2022, quelques jours seulement avant un concert majeur au mythique Luna Park de Buenos Aires, Jairo annule soudainement sa venue. La version officielle évoque une simple « fatigue », un mot inoffensif qui ne suscite pas d'inquiétude particulière. Mais la réalité, qu'il révélera plus tard avec une franchise inhabituelle, est bien plus grave. « Je ne sentais plus mes jambes », confie-t-il à voix basse lors d'une interview télévisée des mois plus tard. « J'étais en coulisses, habillé, prêt, je me suis levé, et c'était comme si mon corps ne savait plus quoi faire. Depuis quelque temps déjà, il souffrait de vertiges, de migraines persistantes et d'une étrange altération du son qu'il avait d'abord tenté d'ignorer. La musique n'était plus nette. Elle ne m'appartenait plus. J'entendais des échos, quelque chose de trouble, comme sous l'eau. Les médecins diagnostiquent alors des acouphènes avancés et une atteinte cochléaire partielle à l'oreille gauche. Des décennies de concerts avec des oreillettes à volume élevé avaient aggravé la situation. J'ai perdu les notes aiguës. Elles sont parties définitivement, admet-il. Je peux encore chanter, mais plus comme avant. Je dois m'adapter. Imaginez, un chanteur qui n'entend plus entièrement sa propre voix. Il évoque aussi l'impact psychologique, la panique d'oublier une note en répétition, la peur de décevoir le public. Pour un artiste dont la maîtrise et l'élégance ont toujours défini la scène, la trahison de son propre corps fut un choc brutal. Mais ce n'était pas la fin. En janvier 2025, alors qu'il rend visite à son ami proche Mario Sanzano à Dean Funes, dans la province de Cordoba, pour peindre quelques jours, une douleur abdominale intense surgit. Il pense d'abord à une indigestion. En quelques heures pourtant, il ne peut plus se tenir droit. J'avais cette pression insoutenable, comme si quelque chose en moi était en train de s'arrêter, raconte-t-il. Transporté d'urgence dans une clinique locale, un scanner révèle une bride intestinale, une adhérence fibreuse obstruant complètement l'intestin. Il est transféré en urgence à l'Hospital Privado Universitario de Cordoba pour une opération immédiate. Il s'agit d'une question d'heures. Le chirurgien m'a dit plus tard que si j'avais attendu davantage, je n'aurais peut-être pas survécu, se souvient-il. C'était à ce point. L'intervention, réalisée par laparoscopie avec adhésiolyse, se déroule avec succès. Mais le traumatisme reste. À son réveil, entre l'effet de l'anesthésie et la lumière froide de la chambre, il ressent un mélange d'immense gratitude et d'angoisse. Tout ce que je pensais, c'était « pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai déjà trop perdu. Laisse-moi revenir vers mes enfants, vers mes petits-enfants, vers la musique, même si je ne chante plus comme avant. » Il reste hospitalisé plusieurs jours, sous surveillance. La récupération physique progresse, mais quelque chose en lui a changé. Les dates prévues en janvier à Miramar, Mar del Plata et San Clemente sont réorganisées, certaines raccourcies, d'autres annulées. Et en coulisses, un autre déplacement s'opère. Il se met à peindre chaque jour, non pour exposer,
non pour séduire, mais pour se retrouver. Dans sa retraite de Santa Ana, en Uruguay, entre forêt et mer, il revient à la toile avec la même discipline qu'il réservait autrefois aux répétitions. Il y a dans la peinture un silence qui guérit ce que la musique ne peut pas toujours réparer, dit-il. Il recommence aussi à écrire, reprenant enfin ses mémoires longtemps interrompues pendant la maladie de Teresa. Je pensais que le temps était quelque chose qu'on pouvait étirer, confie-t-il. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qu'on emprunte. Il parle plus doucement aujourd'hui, marche plus lentement, annule plus librement, non par renoncement, mais parce qu'il s'autorise enfin à se reposer. Le veuvage caché d'une légende de la musique. Ce que la plupart des admirateurs n'ont jamais vu, et que Jairo n'a commencé à évoquer que récemment, c'est que son deuil n'a pas débuté le jour de la mort de Teresa. Il a commencé bien avant, en silence, lorsque la femme qui avait été sa partenaire en tout a commencé à s'effacer sous ses yeux. Elle s'éloignait peu à peu, a-t-il confié. D'abord la voix, puis la mobilité, puis la capacité de manger normalement, d'écrire, de tenir un livre, et je ne pouvais rien arrêter. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester à ses côtés. La transformation de leur maison fut progressive, mais implacable. Le salon devint un poste médical. Machine de trachéotomie, bonbonne d'oxygène, perfusion et routine de soins palliatifs remplacèrent les partitions et les visites d'amis. Le soleil entrait toujours par les mêmes fenêtres, mais l'air semblait plus lourd. Il ne voyageait plus que si c'était indispensable. Si je devais chanter à Cordoba ou Rosario, j'y allais et je revenais dans la journée. Il fallait que je sois à la maison avant la nuit. Je ne voulais pas qu'elle se sente seule, pas même quelques heures. Sa carrière ne s'est pas arrêtée. Elle s'est courbée autour de la maladie. Albums, concerts avec Juan Carlos Baglietto, Victor Heredia, Pedro Aznar, spectacles anniversaires. Mais derrière chaque répétition, chaque ovation, il y avait un homme arpentant les couloirs d'une clinique, vérifiant les moniteurs, demandant aux infirmières si elle avait mangé, si la morphine faisait effet. Il y avait des soirs où je ne savais pas si je pourrais chanter, a-t-il admis. Je pleurais dans la loge, puis je sortais faire comme si tout allait bien. En 2021, après des années de lutte, époque, 2 cancers, fracture de la hanche, séjour prolongé à la Favaloro, le corps de Teresa a cédé. Elle est morte chez elle, avec lui. Un souffle, un bip, puis plus rien. Les funérailles furent intimes, dévastatrices. Mais le chagrin n'a pas eu le temps de se déposer. Quelques semaines plus tard, la famille est frappée à nouveau. Agustina Pos, actrice, mère de ses petits-enfants, ex-compagne de son fils Jaco, meurt d'un anévrisme cérébral soudain. C'est elle qui avait organisé les obsèques de Teresa, et soudain, elle aussi disparaît. Elle était pleine de vie, en bonne santé, forte, et en une seconde, plus rien, dit-il encore bouleversé. Ses petits-enfants, Juana et Francisco, perdent leur mère. Jaco, déjà anéanti par la mort de la sienne, affronte un nouveau vide. Alors Jairo fait ce que Teresa aurait fait. Il les ramène à la maison. La demeure de Vicente Lopez se remplit à nouveau. Cette fois des voix de jeunes adultes cherchant à comprendre l'incompréhensible. Juana étudie images et sons à l'Université de Buenos Aires. Francisco, à peine 16 ans, se tourne vers la musique. Parfois, il monte sur scène avec son grand-père. Leurs voix se croisent dans Me encanta esta hora del día. Mais les absences restent. Les chaises autour de la table, les foulards imprégnés d'un parfum ancien, les photos déplacées, jamais retirées. Le soir, j'entre dans des pièces où leur voix résonnait, dit-il. Et maintenant, il n'y a que moi et la mémoire. Les ombres de choses que je ne peux plus toucher. Il ne parle pas de traumatisme. Il parle de couches d'amour, de perte, de souvenirs et de survie. Je ne suis pas un homme marqué par une seule cicatrice, dit-il. Je suis un homme qui porte le deuil comme une seconde peau.
Et malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela, il continue de chanter. Alors qu'a-t-il finalement admis? Pas un scandale, pas un secret spectaculaire, quelque chose de plus humain et plus difficile à prononcer. Que l'exil ne se termine jamais vraiment. Même revenu en Argentine, il s'est longtemps senti étranger chez lui. Que la célébrité ne protège pas de la douleur. Elle n'éloigne pas la maladie. Elle n'aide pas quand la personne que vous aimez s'éteint devant vous. Que l'amour exige tout. Veiller Teresa pendant 10 ans l'a transformée. Je pensais pouvoir supporter ça. Je ne pouvais pas, a-t-il dit. Que le deuil ne choisit pas le bon moment. Il arrive pendant un concert, pendant une interview, pendant que vous faites des projets. Mais surtout, il a admis ceci. Je ne suis pas aussi fort que je le pensais. Je voulais protéger tout le monde, mais au final, ce sont eux qui me protégeaient. Puis il a ajouté doucement, « Peut-être que c'est ça, l'amour, ne pas rester debout coûte que coûte, mais tomber et être rattrapé. » Rien de théâtral, juste la vérité, simple, lourde, réelle. À 76 ans, Jairo ne se cache plus derrière des paroles ou des formules polies. Il parle avec clarté, avec la perte dans la voix, mais aussi avec une forme de grâce. Les vérités qu'il partage ne concernent pas un scandale. Elles parlent de vulnérabilité, de regret, de gratitude et de ce que signifie vraiment survivre comme artiste, comme mari, comme père. Il n'est pas tombé de son piédestal, il a vieilli vers l'honnêteté. Quelle partie de son histoire vous a le plus marqué? L'exil, la maladie, ou la manière dont il trouve encore la force de chanter? Dites-le nous en commentaire. Et si la voix de Jairo a déjà compté pour vous, pensez à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires derrière la musique.